Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent ce soir pour cette séance avec Michel Vanny et cette question d'éducation par les œuvres. Merci à la Maison de Quartier-Sauguard de nous accueillir une fois de plus. Merci à Christophe, mais je pense qu'il n'est pas là. Puisque Christophe, il nous prépare tout, il nous met les micros, etc. Merci à Lisa qui fait la captation vidéo. Et puis à Vincent qui tient le bar, dont il est possible il le tient bien, il est possible des fois discrètement pendant la séance, si vous avez envie de vous rafraîchir, d'aller chercher un petit truc vers Vincent. Voilà. Donc cette séance est inclue dans un thème, dans une recherche qu'on exploite avec différents intervenants tout le long de l'année 21-22 sur la question de faire œuvre d'émancipation, avec cette espèce de balancement entre le faire, l'œuvrer, le petit à petit. Et puis l'autre question qui sonne avec celle de la liberté. Et donc ce petit balancement, ce va-et-vient a été concocté par une rencontre qui s'est faite entre le groupe de pilotage qui prépare les séances et Marc-Antoine Anti, qui est là-bas, avec les cheveux et son masque, et dont la question initiale était celle de la liberté. Et de voir un peu comment ces choses se sont reformulées. Donc il y avait deux choses qui sont devenues une, et puis toute une série d'interventions, dont nous aurons la suivante. Alors, c'est un samedi après-midi, on va se regarder Le Guépard de Visconti. Et on va en parler ensemble, on va faire émerger les thèmes, on va en discuter, puis voir qu'est-ce que ça nous fait maintenant de regarder ça. Donc ça sera le 12 février. Ensuite, en mars, nous aurons une séance avec Emmanuel Anti autour de l'écriture et de l'image et du territoire, ces constructions-là. Comment est-ce qu'on reconstruit une figure? Et puis après, on aura Architecture et liberté, un oxymore. Et puis le reste, je vous laisse continuer à le lire dans le programme, et notamment sur le site internet philo-vo.ch, où, si par hasard il y a des choses qui doivent être modifiées, ou qui vont être modifiées, ou ajoutées, comme une séance en mai qui n'apparaît pas là-dessus, dans le cadre de Philexpo, eh bien vous retrouverez ces informations sur le site web. Où vous retrouverez d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, ou qui désirent le faire, les informations et les coordonnées pour devenir membre ou nous soutenir dans les activités, afin qu'on puisse continuer à vous offrir ces soirées. Je vais maintenant passer la parole à Hugues, qui va nous présenter l'intervenant que vous connaissez, mais ne connaissez pas vraiment. Et je vous souhaite une excellente soirée. Oui, pardon, j'ai un petit souci. C'est très bien de commencer par un bug. Voilà. I hate bugs. Alors, merci beaucoup. Donc, j'ai la mission de présenter Michel en 3 minutes, ce qui est évidemment extrêmement compliqué, puisque tout le monde le connaît mieux que moi. Mais enfin, je vais m'efforcer de faire. Donc, 3 minutes au plus court. Donc, le Michel Vanny que nous recevons ce soir dans le cycle 2021-22 du groupe Droit faire œuvre d'émancipation, c'est donc l'enseignant de gymnase, et avant tout celui en français, qui place au cœur de son activité enseignante la littérature. C'est cette expérience, la compréhension qu'il en a, le sens qu'il lui donne, dans l'espace privilégié de la classe, qui sera au cœur de son intervention de ce soir. Et ceci en inscrivant la préoccupation de notre saison d'avoir la question de faire œuvre d'émancipation. Je pourrais m'arrêter là, cela suffirait dans l'ensemble. Mais il me semble important de rappeler que si Michel va se présenter à nous comme ce corps enseignant, ce corps intervenant dans cette relation si particulière qu'est celle de celui qui vient témoigner dans vos classes des possibilités expressives et suggestives de la langue, de sa resévie dans et par la littérature, il est parvenu là, par un parcours dont je veux dire 2 mots, enfin quelques-uns. Michel s'est formé, façonné,
dans un rapport à la tradition phénoménologique avant tout. Lévinas d'abord, dans sa thèse, publiée en 2004 sous le titre L'impatience des réponses, l'éthique d'Emmanuel Lévinas au risque de son inscription pratique, puis Bernard Waldenfels, qui donne le fil conducteur de l'approche responsive qu'il développe dans L'adresse du politique, publié en 2009. Je laisse de côté Amour, qui n'a pas été publié. La ligne conductrice commune à tous ces textes est qu'ils s'assument et se présentent comme des réponses en quête de ce qui leur a donné forme et formule au contact de ce qu'on pourrait appeler des déclencheurs révélateurs, dit plus simplement comme des lectures d'auteurs, de chansons, de poésie, de musique, avec lesquelles, par lesquelles, ils se découvrent toujours déjà en écho, pris dans le même entrelac de réponses, devançant leurs questions. Le Michel lecteur enseignant de la littérature à des gymnasiens, s'il ne cesse évidemment de s'inventer, est aussi dans le prolongement du travail de ressaisie de son échappement à soi qu'a été son parcours privilégié au sein de la phénoménologie, parcours que je viens de très brièvement évoquer. Et si j'ai tenu à le faire, c'est que jusque dans sa diversité, je ne peux m'empêcher d'y déceler une fidélité résolue au travail de la réponse-question qui, aussi loin que je m'en souvienne, sinon le taraude, en tout cas, le met en mouvement. Ce soir donc, c'est sur les virtualités émancipatrices du faire-œuvre d'accès aux textes littéraires dans la salle de classe que Michel va nous entretenir. Michel, c'est à toi. Merci Hugues. Et Michel ne sera pas le lecteur ce soir, ce sera Thierry. Bien, je suis très ému parce que voilà, ça me procure beaucoup de joie de parler d'une des choses qui est le plus importante pour moi, quoi, voilà. C'est-à-dire d'enseigner la littérature au gymnase. Voilà. Par ailleurs, je tiens aussi à témoigner de ma reconnaissance à Marc-Antoine parce que c'est parti d'une conversation qu'on a eue, quoi. Et il me propose un mini-cycle sur la liberté. Il me dit, tiens, moi je voudrais parler de ma pratique de psy, quoi, avec des jeunes. Je me dis, ah, mais moi, je pourrais parler de ce qui se passe dans une classe. Voilà, merci Marc-Antoine. Voilà. Alors, donc j'aimerais tout d'abord parler, donc, en deux temps, quoi, en général de l'enseignement de la littérature au gymnase, avant de prendre un exemple concret, à savoir une œuvre de Marie Ndiaye, Trois femmes puissantes. Je vais dans un premier temps évoquer la spécificité du cadre général de l'enseignement au gymnase, avant de tenter de dire de quelle manière, disons, j'essaye pour ma part d'adapter ce cadre ou de le pratiquer à ma sauce. Ce qui me paraît déterminant, c'est l'effet de l'imitation que produit un enseignement institutionnel tel que celui qu'on peut dispenser au gymnase. L'imitation à la fois spatiale et temporelle. Les élèves ont à leur horaire 4 ou 5 périodes de français, quoi, d'une durée de 3 quarts d'heure chacune, pendant 3 ans, dans une certaine salle de classe qui leur est attribuée plus ou moins arbitrairement. Et puis quand ça sonne, tout s'arrête. On peut certes reprendre une même matière, une même œuvre par exemple, sur 1 mois et demi, 2 mois, mais là aussi ensuite, de toute façon, on passe à autre chose. Cette limitation spatio-temporelle peut sembler constituer précisément une limite à notre liberté, mais il me semble que justement non. C'est ma thèse. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'ai pas à tirer en longueur, selon mon bon plaisir, la durée d'une leçon. Et selon quels critères ? Le niveau d'attention des élèves, mais lesquels ? Les plus méritants, les plus résistants ? Tirer en longueur, ça produirait à mon sens inévitablement un effet de sélection. Sélection de ceux qui s'accrochent, qui ont déjà de l'intérêt. Tandis que là, genre Francisco, il existe, hein, Francisco au fond à droite, l'élève pas trop intéressé quoi, par le français, eh ben, il sait, lui, qu'après 45 minutes, il pourra respirer. Et moi, je sais aussi que je peux aller le titiller de temps en temps par une question, sans risquer de le bloquer trop longtemps. Alors, il me semble, ceux qui ont pratiqué des assemblées politiques savent bien
qu'il n'y a pas de meilleure manière d'épuiser des gens ou des enjeux que de produire d'interminables séances sans limite fixée à l'avance. Et donc c'est une limitation bénéfique, et une limitation qui me paraît renforcée par un autre facteur encore, peut-être plus important, c'est l'idée que personne n'a eu le choix. Personne n'a eu de choix à faire ici. Là encore, c'est un paradoxe, bien sûr, c'est l'absence de choix qui libère. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas choisi mes élèves. Et eux non plus, ils ne m'ont pas choisi. Il se trouve qu'ils sont tombés sur Vanny comme prof de français. Et que moi, j'ai hérité d'un certain type de classe en première année. Une classe avec, disons, un certain esprit ou une certaine ambiance qui va certes se transformer selon ce qu'on va faire ensemble, mais qui suit surtout une évolution très erratique. Les profs le savent, jusqu'en fin de troisième, on ne sait jamais ce que va donner une classe. Ce n'est pas maîtrisable. Pas de choix. Ça veut dire, en somme, pour moi, pas de pression, et surtout pas de projection. On n'est pas, pour faire court, dans une situation thérapeutique. Thérapeutique où un partenaire choisit un maître selon des idéaux forcément problématiques, et ça génère donc des attentes qui viennent la plupart du temps faire écran à ce qui compte le plus, à savoir ici le texte ou l'œuvre. À l'inverse, le maître ne choisit pas ses élèves, selon des critères problématiques de dignité ou de compétences préalables. Il doit faire court avec tout le monde, sans pouvoir privilégier certains, ni lâcher d'autres. Francisco, si tu m'entends. Cette absence de choix nous libère donc, tous, d'une certaine pression ou attente. Et puis on sait en plus que dans 3 ans, c'est fini. Et qu'on ne devra rien à personne, ni eux, ni moi. Qu'on n'aura notamment pas besoin de conserver un lien de fidélité, et que je ne pourrai pas, par principe, venir vérifier s'ils ont bien mérité de mon enseignement, ou ils ont bien développé les promesses que j'avais cru déceler en eux, quoi. Sauf rencontre hasardeuse, au hasard d'une rue, en général polie et courte, et puis c'est très bien comme ça. Bon, des fois, on retrouve d'autres élèves. En somme, limitation spatio-temporelle et absence de choix contribuent ensemble à encourager une autre caractéristique encore qui me paraît centrale. Le maître ou la maîtresse de gymnase n'a pas à connaître, et encore moins à contrôler, l'intériorité de ses élèves. Je peux éventuellement évaluer des compétences pratiques visibles, je vais revenir sur l'évaluation bien sûr, mais je ne peux pas contrôler l'esprit de mes élèves, leur qualité intrinsèque ou la manière dont ils ont bien assimilé le contenu profond de mon enseignement ou le message que je voudrais leur faire passer, en général et puis pour chaque texte. Eux non plus d'ailleurs, ils n'ont pas à savoir quelle est ma vie profonde et quels sont mes problèmes personnels du moment. Et là encore, il me semble, on n'est pas dans une situation de thérapie, ni en situation de déséquilibre social profond, qui appellerait une demande ou un manque d'un côté, et puis de l'autre, le risque d'une prétention savante. Le système de contraintes du gymnase permet, à mon sens, de réduire la dépendance de l'élève vis-à-vis de la parole du maître. Pas de gourou donc, ni de risque d'emprise durable, profonde, du moins en principe. On parlera dans la discussion, si jamais. Et donc, si je ne suis pas un maître spirituel, alors je suis un simple passeur institutionnel. Mais passeur de quoi? C'est là qu'il faut ajouter encore un étage. Si le risque d'emprise ou de dépendance est limité, c'est que le rapport d'enseignement ne lie pas seulement immédiatement une personne à une autre ou des autres, de manière purement horizontale. Il y a un troisième terme autour duquel va se médiatiser et si possible se détendre la relation. Ce troisième terme, c'est le texte, un texte littéraire en l'occurrence. Alors on va en venir comme ça gentiment à disons, la manière que j'ai moi-même d'adapter toutes ces contraintes. Mais de manière générale, on peut dire qu'un enseignement de français au gymnase, si je ne considère pas la dissertation et l'argumentation, c'est mettre en présence des élèves et des textes, et de se mettre soi-même également en présence du texte en tant qu'enseignant. Ce qu'elle ou il rencontre, à ce moment-là, ça devrait être moins des personnalités de maître que des singularités d'œuvres, des œuvres autour desquelles on va se pencher ensemble. Et pas parce que j'aurais moi-même, en tant que maître, mieux compris a priori ce que le texte voudrait soi-disant dire, mais pour se mettre d'abord au même niveau que le texte,